Donc bonjour à tous et du coup bienvenue pour cette dernière webconférence dans le cadre d'Ombré. Aujourd'hui on est en Guyane et on va parler de la lumière dans les bâtiments en Guyane avec Cécilia Javelot et puis Fabien Bermès d'Aqua, donc ils vont se présenter. Donc dernière webconférence, hein, il y en a eu 5 autres précédemment sur d'autres territoires et d'autres thématiques, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, on va parler lumière, alors notamment sur la partie lumière naturelle, puisque c'est un sujet relatif au confort, mais aussi un sujet relatif à la gestion des économies d'énergie. Donc voilà, il y aura ces deux volets-là. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être juste rappeler que ça s'inscrit dans le programme Ombré. Donc Ombré qui est un programme outre-mer, qui a déjà beaucoup de ressources hein, dans ce programme. C'était Ombré 2, il y a eu une première session de Ombré 1. Là, on est dans Ombré 2 depuis 2023. On va le voir sur la slide suivante avec les productions que vous pouvez retrouver sur Pergola, qui est la plateforme de toutes les ressources partagées en Outre-mer. Et on retrouve toutes les ressources aussi qui ont été développées dans le cadre d'Ombré. Je ne sais pas si tu as la slide d'après, Cécilia. Voilà. Donc là, vous revoyez, je vous ai mis le petit QR code qui vous renvoie vers Pergola, vers ce centre de ressources. Mais sachant que ce centre de ressources, il est hébergé aussi sur différents sites, dont celui de Aqua. Dans Ombré, on a également toute la série des appels à projets, donc des projets qui ont été menés sur les territoires. Ça, vous retrouverez ça aussi sur le site Ombré. Et toujours dans ce cadre de ce programme, il y a eu les assises de la construction durable qui ont permis de la confection du livre blanc avec les besoins sur les territoires. Oui, ça a changé d'écran. OK. Très bien. Et puis, donc dans le cadre de Ombré toujours, donc on a mené des retours d'expérience. Et donc là, aujourd'hui, ça fait partie des restitutions qu'on vous propose liées à ces retours d'expérience sur le sujet de la lumière. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu d'autres webconférences. Donc sur la slide d'après, on va le voir. Je vous ai remis aussi un QR code qui renvoie vers les autres webconférences. Je ne sais pas si elle s'affiche pas de ton côté, la slide d'après, Cécilia. Pardon. Voilà, nickel. Et donc, du coup, voilà, on a eu des sujets sur les différents territoires, Guadeloupe, Mayotte, donc Guyane aujourd'hui, Martinique et La Réunion. Et puis, vous retrouvez aussi les webconférences qui avaient été menées dans le cadre de la première série Ombré. Donc, pareil, sur tous les territoires, il y avait eu deux thématiques qui avaient été traitées par territoire. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les webconférences. Elles sont chapitrées, donc si vous voulez aller directement sur des sujets précis, il n'y a pas besoin de revisionner l'ensemble de la webconférence, parce que parfois elles peuvent être un peu longues, hein, on est autour d'une heure et demie. Et en face, vous avez aussi un rapport thématique. Donc là, celui-ci, concernant la lumière en Guyane, il sortira quand on aura finalisé les relectures. Et on profite de cette webconférence aussi pour prendre vos retours, des questionnements qui peut-être ne sont pas suffisamment éclairés dans le cadre du rapport. Donc on le finalise et puis on le met à disposition ensuite. Voilà ce que je voulais juste dire sur la partie ombrée. Et du coup, je vais laisser la parole à Cécilia pour rappeler un petit peu le contexte de ce travail et juste rappeler aussi que donc on a travaillé avec Cécilia et Fabien sur le terrain. C'est eux qui ont réalisé les visites, qui avaient déjà réalisé des visites aussi dans la précédente édition d'Ombré, qui travaillent sur la base de données. Hein, c'est pas uniquement sur ces visites qui ont été faites là cette année, mais tout ce qu'on avait déjà emmagasiné en base de données. Et puis aussi, j'en profite pour remercier Léna Caracas, Data Engineering, et puis Bernard Paul de Estia aussi, qui ont été les contributeurs qui ont accompagné Cécilia et Fabien sur ce volet technique. Donc ça a été des appuis techniques, parce que ce sont deux personnes sachantes, et qui ont pu apporter leur connaissance pour débriefer un petit peu ce qui avait été vu sur le terrain, le choix des enseignements qu'on vous présente, puisqu'on n'est jamais exhaustif, hein, on fait un tri, on fait un choix par rapport à l'importance des constats de non-qualité qui peuvent être vus sur le terrain et que et Fabien vont vous présenter tous deux. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, du coup, Cécilia, je te laisse faire la petite introduction si tu veux bien. OK. Et bonjour à tous, bienvenue. Désolée pour ce petit retard et les petits bugs techniques. Effectivement, je vais vous présenter un petit peu le contexte du retour d'expérience qui s'est fait sur 7 bâtiments ici sur le territoire, ainsi que la base de données, comme l'a mentionné Samuel. Donc, on a suivi le protocole de la QC, hein, qui est bien rodé.
Donc, on commence toujours par des interviews de visu et in situ des acteurs, donc au moins 2 ou 3 acteurs par opération. On va aller recenser les pathologies les plus récurrentes sur la thématique qu'on a sélectionnée et on va ensuite du coup consolider la base de données très fournie de l'AQC, donc pour capitaliser l'information et relire un petit peu les données capitalisées. Donc on se concentre vraiment sur les opérations dans les DOM, hein. On est d'accord, on ne va pas du tout croiser ça avec les opérations métropolitaines parce que les thématiques sont toujours un petit peu différentes. L'étape C, du coup, on va analyser tout ça, donc faire des extractions de cette base et vraiment là regarder ce qui est le plus récurrent pour en extraire du coup des enseignements. Et là, on va donc à l'aide des contributeurs, donc Samuel a mentionné Léna Caracas de ATA Ingénierie et Bernard Paul. Donc Bernard Paul malheureusement vient de s'excuser, il a des problèmes de santé et Léna n'arrive pas à se connecter. On espère qu'elle y arrive au cours de cette conférence. Elle vient d'envoyer son email perso, mais je vais lui transférer ça tout à l'heure. Donc voilà le protocole pour du coup la capitalisation des données. Pour le contexte, du coup, on a vu assez vite qu'il nous a fallu une petite formation, nous les enquêteurs, donc Fabien et moi-même, sur tout ce qui est cette thématique vaste de l'éclairage. Et pour ça, je vous invite, on va commencer par une première introduction des termes, de la terminologie vraiment employée dans ce domaine-là. Donc l'éclairement, ça va être la quantité lumineuse reçue par une unité de surface et elle s'exprime en lux, le plus communément. On va parler aussi d'éclairage ou de flux lumineux. Donc ça, c'est la quantité d'énergie lumineuse émise par unité de temps. Là, ce sont les lumens. Et enfin, la luminance, là, c'est l'intensité lumineuse émise par une surface dans une direction donnée, rapportée à la surface apparente de la surface considérée. Et là, ce sera des candela par mètre carré. Donc, ces 3 termes sont quand même assez distincts. Et dès qu'on parle du coup de lumière dans les bâtiments, il va falloir bien prendre en compte ces distinctions. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec du coup les 12 enseignements. Très très brièvement, je ne vais pas les lire, c'est juste que je vais vous laisser balayer vous-même du regard pour voir quand est-ce que ce qui vous intéresse le plus arrivera. Mais voici les 12 qu'on a synthétisés dans ce guide qu'on va vous détailler maintenant unitairement. Et je vais pouvoir laisser la parole à Fabien pour présenter le premier. Bonjour à tous. Donc Fabien Bermès de l'association Aqua qui a donc procédé aux enquêtes et à l'élaboration de ce webinaire et du rapport. Alors, on commence par une chose assez simple, assez basique, qui est pas toujours faite parce que c'est pas dans les habitudes, c'est de faire des études d'éclairement naturel. Alors c'est possible, hein, c'est des choses qui existent. Il y a des simulations très simples qui peuvent être faites, plus ou moins simples, qui peuvent être faites pour voir si on peut. Alors, donc on préconise. Alors, le constat en fait de mauvaise qualité qu'on a observé, c'est que parfois il n'y a pas assez de lumière naturelle dans les locaux. Soit pour plusieurs raisons, hein. Alors, il faut savoir que la lumière, il faut qu'il y ait un niveau d'éclairement adapté à l'usage, donc il ne faut pas ni trop ni pas assez. Donc c'est pas facile à estimer et à mettre en œuvre. Alors parfois ça amène de l'inconfort parce qu'on n'a pas assez de lumière, donc du coup c'est un inconfort visuel. Ou alors et puis on est obligé d'utiliser les luminaires pendant la journée, donc du coup ça amène des consommations d'énergie inutiles alors qu'on pourrait avoir suffisamment d'éclairement naturel. On prend le premier exemple. En haut, en fait, c'est un bureau où le niveau d'éclairement sur le plan de travail est de 43 lux, sachant que dans un bureau, il faut au moins 250 lux normalement pour pouvoir travailler. Les recommandations, c'est plutôt 500 lux quand on veut travailler sur document papier. Bon, on voit que c'est une personne qui travaille sur ordinateur, mais quand même, c'est pas très confortable pour l'usager. Et puis en dessous, on voit que là, c'est plutôt un auvent qui masque la lumière directe du soleil, enfin, l'ensoleillement, et donc du coup, ça réduit la lumière à l'intérieur du local, qui est quand même déjà un peu mieux que celui d'au-dessus, hein, puisqu'on est à près de 300 lux, mais on est toujours loin des 500 lux. Donc du coup, les origines, c'est soit le mauvais dimensionnement des fenêtres, soit des masques au niveau des fenêtres, soit des positions, soit etc. Donc il y a différents éléments qui font que, à un moment donné, on n'a plus assez de lumière naturelle dans un local de travail, là pour le coup, pour travailler. Donc on utilise
l'éclairage artificiel. On peut passer à la suivante. Hop-là. Cécilia, diapo suivante. Merci. Oups. Voilà. Alors, pour améliorer les choses quand ça existe, ce qu'on appelle une solution corrective, déjà faire une étude d'éclairement pour voir l'origine du problème et les questions à régler, et voir s'il est possible de les régler de manière naturelle, en utilisant l'éclairage naturel. Donc, quand on parle de nouveaux dispositifs, par exemple, ou modifier des dispositifs existants, c'est par exemple, on a une fenêtre, est-ce qu'on peut l'agrandir? On a un masque devant une fenêtre, est-ce qu'on peut le supprimer? Voilà, c'est des choses comme ça. Ou alors, est-ce qu'il faut rajouter une fenêtre? Ou est-ce qu'on peut ajouter un autre dispositif qui permet d'amener la lumière naturelle? Donc ça, c'est un premier point. Et sinon, s'assurer que l'éclairage artificiel est suffisant pour pallier au manque d'éclairage naturel. Alors, c'est un moindre mal, mais bon, voilà, il faut aussi quand même que ça fonctionne. Alors, pour éviter ces soucis-là, nous, on appelle ça des bonnes pratiques. Donc, c'est de faire une étude d'éclairement naturel des locaux en amont du projet pour pouvoir bien dimensionner les fenêtres et bien prendre en compte tous les dispositifs d'éclairement naturel et les masques et toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer au niveau de la lumière naturelle. Alors, vous voyez, là, il y a un petit extrait d'un logiciel d'éclairement naturel qui est relativement simple d'utilisation, qui permet de déterminer voilà, le pourcentage d'autonomie en éclairement naturel. Donc, c'est les parties blanches, et en rouge, et celles qui sont un peu insuffisantes. Mais après, ça peut suffire aussi, parce que ça dépend comment on aménage la pièce. Si on met les bureaux, par exemple, de la partie blanche, ça ne pose pas de souci. De la partie un peu plus sombre, on peut mettre des étagères ou d'autres choses. Donc, ça dépend aussi quel est l'usage de la pièce et comment on peut l'aménager. Donc, voilà. Donc, il y a deux... voilà, la prescription, enfin, notre premier enseignement, donc, c'est de faire une étude d'éclairement naturel avant la réalisation du projet. Ok, merci Fabien pour ce premier enseignement. Je vais en profiter avant de passer au second, d'accueillir Léna qui a réussi à se connecter. Donc du coup, je vais la mettre en présentatrice. Voilà, donc comme ça, Léna, du coup, tu es présente. Donc on a fait la petite introduction déjà, on a remercié les contributeurs dont tu as fait partie. Et puis du coup, si voilà, dans la partie questions-réponses en fin de présentation, s'il y a besoin d'apporter des compléments à la présentation, ça sera le bienvenu. Je reviens à la présentation du premier enseignement. Juste un petit point aussi qu'on n'a pas donné en introduction. Cécilia vous a présenté les différentes terminologies de l'éclairement. Il faut savoir aussi que durant l'enquête, on avait fourni un spectromètre à Cécilia et Fabien aussi pour qu'ils puissent faire des mesures. Donc c'est ce qu'on voit hein, dans certaines non-qualités, elles sont qualifiées par de la mesure, ce qui nous permettait de confronter le ressenti des usagers, parce que parfois c'est assez subjectif. Et puis il peut y avoir des contrastes très forts entre l'extérieur et l'intérieur, et puis on a des niveaux d'éclairement qu'on pense suffisants, et puis finalement ils sont vraiment plus faibles. Donc voilà, donc il y a eu de l'instrumentation pour ce REX-là. Donc les valeurs qui sont données, elles sont issues de cette instrumentation. Donc il y a essentiellement des niveaux d'éclairement, mais il y a aussi eu des tests sur le scintillement qui ont été faits avec le spectromètre. Ça permettait aussi de tester la température de couleur ou encore des indices de rendu des couleurs également. Mais c'est surtout le niveau d'éclairement là qui a été utilisé. Donc vous verrez tout au long de la présentation, il peut y avoir des données comme ça qui sont données, c'est issu de cette mesure. Voilà, du coup, je vous laisse enchaîner sur le deuxième enseignement. On va parler de la lumière diffuse en plafond, je crois. Ok, merci. Donc, on va continuer. Donc, il y a un sujet qui est récurrent en Guyane et probablement aussi dans les territoires intertropicaux, mais plus marqué en Guyane parce qu'on est proche de l'équateur, c'est les questions de verrières au niveau du plafond, sachant que nous, donc, on a une course du soleil qui est toujours la même toute l'année et qui monte au zénith. Donc, on a vraiment un éclairement très, très fort au niveau des toitures. Donc, on a un ensoleillement très, très fort au niveau des toitures. Donc, on a envie de ramener de la lumière par la toiture, mais le problème, c'est que quand on ramène de la lumière par la toiture par l'intermédiaire de vitrage, on crée un effet de serre très violent. Et du coup, ça ramène de la surchauffe et aussi parfois de l'éblouissement à cause du rayonnement direct du soleil sur les vitrages. Donc, c'est quelque chose qu'on déconseille fortement, hein, les verrières en toiture, en Guyane, parce que c'est vraiment
c'est vraiment peu confortable. Alors, c'est efficace, effectivement, pour amener de l'éclairement, mais c'est très inconfortable en termes de thermique, essentiellement, et même parfois visuel en cas d'éblouissement. On peut passer à la suivante. Donc, il y a d'autres dispositifs que la verrière en toiture pour ramener de la lumière depuis les toits. Déjà, par rapport aux verrières, si elles existent, ce qu'on peut faire, c'est les protéger un peu du soleil direct, donc avec des brise-soleil ou des stores extérieurs, enfin, tout ça à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ça n'empêchera pas les apports de chaleur. Donc, c'est à l'extérieur qu'il faut poser les éléments qui protègent du soleil. Mais c'est quand même des dispositifs qui sont assez lourds. Donc, c'est assez complexe à réaliser, surtout sur une verrière. Et puis sinon, il faut éviter les verrières, tout simplement. Et puis, donc, dans les projets, plutôt privilégier ce qu'on appelle soit des shades, donc c'est des bandes de vitrage posées à la perpendiculaire du plafond, c'est ce qu'on voit dans la photo d'en dessous, à condition de pas de les exposer au nord et au sud. Alors, pourquoi au nord et au sud exposer les vitrages au nord et au sud? Parce que à l'équateur, c'est les expositions c'est ce qui évite l'exposition à l'ensoleillement direct. Donc, du coup, on profite de la lumière sans avoir l'ensoleillement direct. Donc, du coup, on n'a pas la chaleur, on n'a pas les éblouissements, mais on a la lumière. Donc, on peut le faire à travers des shades, à travers des lanterneaux, comme on voit sur la photo du haut. Là, c'est des lanterneaux. Ce qu'on peut voir, voilà, on voit l'ombre, par exemple, qui est un peu décalée vers la gauche. Donc là, je sais pas, il doit être le matin, quelque chose comme ça. Les vitrages, ils sont nord-sud aussi. Du coup, ils prennent jamais le soleil avec un petit débord de toiture. Ça suffit pour les protéger. Et du coup, on a la lumière sans avoir la chaleur. Voilà, si vous souhaitez réaliser des éclairages naturels depuis le plafond, évitez la verrière et favorisez plutôt les shades et les lanterneaux, voire les conduits de lumière. C'est aussi des dispositifs qui existent, qui ne sont pas forcément très onéreux et qui peuvent être assez efficaces. Super. Samuel, tu voulais apporter quelque chose à la fin de celui-ci? Juste rappeler qu'on avait travaillé dans la session précédente de Ombré sur la protection solaire, mais de manière un peu plus générale des toitures. On avait fait les façades, mais aussi sur les toitures. Et du coup, on avait commencé à aborder ce sujet aussi sur les problématiques liées à l'apport de lumière et de chaleur potentiellement directe sur des ouvrants en toiture, ce qui est plutôt prohibé dans les RTA DOM notamment. Mais voilà, des choses qu'on peut rencontrer quand même sur le terrain. Voilà, et du coup, on peut passer au troisième enseignement qui, cette fois-ci, est lié plus à la disposition des postes de travail, je crois. C'est ça. Oups là. Donc effectivement, on a pu relever sur site et sur la base que ça arrive que le positionnement des postes de travail au regard des apports de lumière naturelle n'est pas forcément très pertinent. Là, on le voit sur la photo où le poste de travail informatique est dos à la fenêtre, ce qui va créer du coup un éblouissement, un inconfort visuel, surtout avec des reflets ou un éblouissement sur le poste de travail lui-même. Et donc induire une surconsommation liée à l'éclairage artificiel pour compenser l'occultation qu'on va mettre pour éviter l'éblouissement. Donc les origines, souvent, c'est de la conception, hein. Là, pour le coup, la photo qu'on voit, ce sont des postes de travail fixes. Donc, ils ne sont pas modulables par les usagers. Et on peut avoir, donc ça c'est aussi dû à des principes d'éclairage qui sont méconnus par le concepteur. Et au niveau des solutions correctives, donc on peut revoir le positionnement du mobilier, donc en faisant intervenir de la maintenance un peu lourde parce qu'il faut vraiment les défixer de là où ils ont été mis en place. Tout ça en cohérence avec l'ergonomie du travail qui est souhaité. Et où on peut aussi mettre en place un store extérieur ou intérieur permettant à l'usager de moduler l'éclairage naturel en fonction de ses activités et de l'heure de la journée. Pour les bonnes pratiques, si on veut bien faire depuis le début, donc il faut penser à agencer les zones de travail en considérant l'aspect d'éclairement naturel dans les pièces orientées, surtout est et ouest, pour le soleil rasant, et adapter bien sûr les protections solaires en cohérence avec l'orientation des façades, encore une fois. On voit en bas d'ailleurs, hein, sur l'image d'en bas, que là on est à 2 postes de travail orientés différemment et que la personne qui travaille dans le bureau du coin, tout au fond là-bas, a mis en place des stores pour limiter justement cet éblouissement. Ok. Et du coup, là, pour compléter sur cet enseignement, mais ça, vous l'aurez hein, systématiquement aussi sur le rapport thématique à chaque enseignement, vous aurez les références un petit peu qui existent. Ici, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, on parle vraiment d'ergonomie pour le coup.
Et il y a une norme qui est la NFX 3503 qui parle de ça, justement, de l'ergonomie, des principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail. Donc ça, vous aurez la référence dans le document. Et voilà, ça permet de traiter notamment ce sujet-là des mobiliers par rapport à l'éclairage naturel. Et donc, du coup, oui, j'insiste bien, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, mais on était bien dans la cadre de non-qualité sur des mobiliers qui étaient fixes, c'est-à-dire qui étaient vraiment dépendants du mode constructif. Donc voilà, ça demandait une petite maintenance pour intervenir, alors que très souvent, les bureaux sont assez facilement modulables, donc on peut bouger et on peut trouver un espace adéquat. Je vous laisse continuer sur l'enseignement d'après. Le suivant, enseignement numéro 4, ou comment protéger les éléments de façade translucide des apports de chaleur et lumineux. Donc là, l'exemple qu'on a choisi, on est dans une salle de repos, hein, dans une maternelle, où les enfants vont faire la sieste et on voit qu'il y a et des jalousies et des blocs lumineux et qui ne sont du coup pour le coup pas occultés. Donc pour la sieste, effectivement, là où la luminosité est la plus forte à l'extérieur, il n'y a pas de protection solaire qui ont été mises en place, ni à la conception, ni à l'usage pour le coup. Donc c'est quelque chose qui a été relevé par les usagers, que c'est problématique de ne pas pouvoir atténuer l'occultation pour que les enfants puissent dormir tranquillement après le repas. Donc, les impacts, ils sont bien sûr de l'inconfort visuel et aussi thermique, parce qu'on va avoir du coup des rayons du soleil qui vont rentrer et réchauffer l'intérieur de la pièce. Au niveau des origines, donc c'est une mauvaise conception dans le sens où la paroi translucide permet à une paroi opaque d'apporter la lumière de façon diffuse, mais elle laisse néanmoins passer quand même les rayons, la lumière et la chaleur. Au niveau des solutions correctives, donc on peut placer des protections solaires extérieures pour limiter les apports de chaleur et les apports lumineux, ou protéger au même titre qu'une paroi vitrée, en fait les considérer plus comme une paroi vitrée plutôt qu'une paroi opaque, et donc rajouter tous les éléments de protection qu'on a eu l'habitude d'utiliser pour les éléments vitrés. Samuel, tu voulais ajouter quelque chose dessus? Non, alors il n'y a pas de référence particulière ici sur cet enseignement, mais ça montre bien le fait qu'on a des non-qualités qui sont liées à des espaces où on a besoin d'être vraiment sur des niveaux d'éclairement plutôt faibles et on a besoin de gérer cet éclairement. Donc c'est un enseignement qui sort un petit peu des sentiers battus parfois, mais qui nous semblait intéressant de conserver ici. Donc on peut poursuivre. Très bien. Fabien, je te laisse la main. Ouais. Donc là, c'est une question effectivement par rapport à l'inconfort visuel surtout, qui concerne en fait les problèmes d'éblouissement qui peuvent être causés par des éléments extérieurs au bâtiment. Donc là, par exemple, on a un stationnement qui est face à une école, donc c'est standard, mais on voit que les voitures ont leur pare-brise orienté vers le bâtiment, et quand on regarde à l'intérieur, la photo du dessous, on voit que le pare-brise est vraiment visible depuis l'intérieur de la classe, et à un certain moment, quand le soleil tape suivant un certain angle, ben, ça crée des éblouissements à l'intérieur de la classe, qui est très gênant pour les occupants de la classe, les enseignants en particulier, mais aussi les élèves, et tout ça parce qu'il n'y a pas de protection entre. Alors là, donc du coup, là, ce qui cause le souci, c'est l'inconfort visuel par l'éblouissement. Là, c'est sur un pare-brise. Donc là, le souci, c'est que les véhicules peuvent stationner à proximité des sources et donc à proximité des fenêtres. Et du coup, ça peut provoquer des éblouissements à certains moments de la journée ou de l'année. On passe à la diapo suivante. Alors, solution corrective pour pouvoir corriger ce problème quand il existe. Déjà, on peut poser des protections solaires entre le stationnement et la fenêtre. Ça peut être une haie, par exemple, ou une clôture opaque, ou des choses comme ça. Donc, ça peut permettre d'éviter l'éblouissement direct. Ou alors, mettre à l'ombre les voitures pour éviter qu'elles prennent le soleil, et du coup, éviter qu'il y ait une réflexion lumineuse. Alors, ces deux propositions qui sont plutôt onéreuses, hein, donc vaut mieux éviter de se retrouver dans ce genre de situation, parce qu'on peut la rattraper, c'est pas donné.
Et donc, pour éviter que ça arrive, faut éviter d'implanter qu'il y ait des surfaces réfléchissantes à proximité des fenêtres, en particulier sur les orientations où le soleil, l'ensoleillement direct peut être très important à l'est et à l'ouest. Donc là, il faut vraiment éviter la proximité des surfaces réfléchissantes. Alors, surface réfléchissante, c'est pas seulement des voitures, hein, ça peut être des panneaux solaires, ça peut être des tôles de couverture claires ou grises, enfin, qui réfléchissent la lumière. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, ne pas implanter des fenêtres à proximité de ce type d'éléments. Et puis, quand on donne sur l'extérieur, c'est toujours mieux aussi de mettre des surfaces végétalisées parce que elles évitent la réflexion du soleil, mais aussi, du coup, ça permet de rafraîchir un petit peu et d'éviter les apports de chaleur sur le bâtiment. Donc, c'est aussi toujours une bonne solution, toujours intéressant. Et puis, on peut aussi, si on veut, planter des arbres hein, pour éviter d'avoir des réflexions lumineuses au niveau des fenêtres. Donc voilà, c'est différentes possibilités qui existent. C'est vrai que c'est pas toujours évident à y penser, surtout quand on a des bâtiments à étage, on se retrouve souvent avec des fenêtres au-dessus des toitures ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Samuel? Ouais, tout à fait. Juste pour compléter, hein, pareil, on l'aura dans les références du projet. On avait eu d'autres cas un peu similaires, pas tout à fait, mais un peu similaires, notamment ce que tu viens de dire, en fait, sur des bureaux à étage qui donnaient sur des toitures terrasses très claires. Donc, on avait ces phénomènes d'éblouissement extérieur au bâtiment. Donc, on est toujours sur la partie plutôt éclairage lié à l'éclairage naturel au risque de non-qualité et d'inconfort. Et sur le 6e enseignement, on est encore sur ce sujet-là encore, avant de basculer un peu plus tard sur l'éclairage artificiel. Là, c'est l'enseignement suivant, donc c'est encore moi. Donc là, c'est pareil, c'est un ensoleillement direct de vitrage. Alors là, c'est en façade. Là, c'est des vitrages qui sont posés en façade est. On est dans une classe. Et le matin, en fait, on voit que les protections solaires elles sont verticales. Et en fait, on est face à l'est. Et ça ne protège pas, en fait, quand on est vraiment face à l'est, des éléments verticaux comme ça. Le soleil passe à travers ce type de barodage. Et donc, du coup, le vitrage est très exposé au soleil le matin, tout le matin. Et ça fait monter la température dans la classe. C'est vraiment très, très inconfortable pour les élèves et les enseignants, mais aussi ça amène des éclairements directs, et des éblouissements importants aux premières heures de la journée. Après, au bout vers la mi-journée, ça n'existe plus, parce que là, on a une bonne protection solaire après horizontale, mais pendant les premières heures de la journée, c'est vraiment très, très intense et très, très désagréable. Donc, c'est l'inconfort dû à l'effet de serre, hein, dû à l'ensoleillement direct sur les vitrages. Et puis aussi au soleil qui n'est pas filtré et qui frappe directement sur les vitrages. Alors là aussi, ce qu'on peut noter, c'est que là, les vitrages sont posés en façade est et ouest. Alors, ce qui peut arriver souvent, parce que c'est aussi les vitrages, les orientations intéressantes pour la ventilation naturelle. Donc, on a souvent ce cas de figure-là, d'avoir les fenêtres pour pouvoir les ouvrir pour profiter de la ventilation naturelle. On les expose face au vent, là, c'est face à l'est, c'est pile poil face au vent dominant. Donc, du coup, c'est pas toujours évident de concilier ventilation naturelle et éclairement et éviter les effets de serre, etc. Donc, ça, c'est un vrai sujet en Guyane, puisque l'exposition favorable à la ventilation naturelle et l'exposition défavorable à l'exposition solaire. Donc, c'est toujours un sujet important. On peut passer à la suivante. Alors, les solutions correctives, quand ça existe déjà, c'est d'avoir des protections solaires verticales mobiles ou type store extérieur au poêle et bois qu'on peut mettre à l'extérieur, donc toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, ça ne changera pas les apports solaires. Ou des protections solaires fixes ajourées de type rési-bois. Là, dans le cas de figure qu'on a vu, il y avait une autre option qui était celle de planter des arbres, sachant que juste devant, on a un bel espace vert, où il y a des arbres qui sont en train de pousser, mais qui ne sont pas encore assez grands pour être efficaces, ou qui n'étaient pas forcément bien entretenus. C'est d'autres questions sur les espaces verts. Mais bon, ça peut être aussi une option de planter des arbres pour protéger les surfaces vitrées du soleil de l'ensoleillement direct. Quand on peut le faire, quand il y a un espace vert juste devant la façade. Alors, les bonnes pratiques, alors on l'a vu au début par rapport à l'éclairage naturel, qu'on peut amener de l'éclairement naturel par le toit, de manière efficace et sans apport de chaleur, par des chaînes ou des lanterneaux.
On peut privilégier l'implantation, comme on le voit sur la photo en haut à droite. Là, les fenêtres sont implantées sur les façades nord et sud, qui sont peu exposées au soleil, comme je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport au chêne et au lanterneau. Mais du coup, la ventilation naturelle, ben, c'est est-ouest, comme j'ai dit aussi, mais là, il n'y a pas de fenêtre sur les façades est-ouest. Donc, en est-ouest, c'est que des façades poreuses qui permettent la ventilation naturelle, et l'éclairage et les vitrages sont posés qu'en façade nord-sud qui permettent d'amener de l'éclairage. Et donc, du coup, là, on évite cette d'exposer les vitrages au soleil direct. Euh, Après, ben, c'est aussi ben, prendre en compte l'affaiblissement de l'intensité lumineuse liée à la protection solaire. Il faut bien dimensionner les ouvertures, parce que pareil, si on protège bien les ouvertures du soleil, on va réduire l'apport de lumière. Donc, du coup, souvent, il faut les agrandir pour avoir suffisamment de lumière à l'intérieur. Et puis, ben voilà ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les bâtiments naturels. Donc, planter des arbres devant les façades est et ouest, poser des protections solaires ajourées et mobiles en façade est et ouest, et implanter des éléments opaques pour la ventilation naturelle en façade est et ouest, qui ne restreignent pas la ventilation naturelle. Donc, c'est ce qui est le cas de la photo en haut à droite. Et en dessous, il y a une autre solution dont on parlera plus tard. Là, en fait, on est sur un patio. Et comme on est sur un patio, ben, cette fenêtre qui est exposée plein est, ben, elle est protégée du soleil du matin parce qu'en face, il y a un autre bâtiment. Donc, du coup, c'est le bâtiment qui fait ombre sur cette fenêtre. Et du coup, on n'a pas d'ensoleillement direct. Ok, Voilà. merci Fabien. Du coup, sur l'enseignement d'après, je crois qu'on va parler aussi encore de la protection solaire. Alors, pour rappeler quand même surtout ces sujets de protection solaire qui n'étaient pas forcément liés à l'éclairage, mais beaucoup sur la partie thermique, on avait travaillé sur un rapport thématique aussi sur ce sujet-là. Et vous pourrez trouver d'autres exemples aussi. Et là, on amène vraiment la dimension éclairage, voilà, comment ne pas oublier la partie éclairage et comment l'optimiser tout en ayant une protection thermique. Sur l'enseignement d'après, on est encore sur ce sujet-là et sur un point un peu particulier, puisque je crois qu'on est sur tout ce qui concerne les verres teintés. Effectivement. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait retrouver des tendances où, plutôt que de mettre une protection solaire, les maîtres d'ouvrage misaient sur le verre teinté. En l'occurrence, l'efficacité de ces verres teintés sont très très loin derrière les protections solaires un peu plus masquantes. Donc les impacts que ça va induire, ça va être un inconfort thermique, hein. Ils vont monter, eux-mêmes vont monter en température et se comporter du coup comme des radiateurs. Et en plus, on va avoir un éblouissement parce que le facteur de transmission lumineuse ne permet pas de régler la problématique de l'éblouissement. Donc à l'origine, ça va être vraiment que, à la différence des vitrages réfléchissants, les verres absorbent une partie du rayonnement solaire, mais ça va se traduire par une élévation de la température. Pour la solution corrective, bon, bah, ça va être assez simple, ça va être d'ajouter une protection solaire. On préconise toujours extérieure, hein, parce que intérieur, ça va limiter l'éblouissement, mais ça laissera quand même la chaleur rentrer. Et au niveau des bonnes pratiques, donc même si on admet que les verres teintés, ils permettent de réduire l'amplitude des gains solaires, mais ça ne suffit pas pour gérer le risque de surchauffe et d'éblouissement. Donc pour ça, la protection solaire extérieure complémentaire est toujours indispensable la plupart du temps. Des technologies à teinte variable. Alors, c'est vrai que les contributeurs nous en avaient parlé. C'est des technologies qui, à notre connaissance, ne sont pas disponibles sur les territoires. Mais effectivement, aujourd'hui, on pourrait potentiellement tenter des électrochromes ou des thermochromes qui pourraient nous offrir des perspectives intéressantes. Alors après, c'est un peu moins lié aux économies d'énergie qui sont le thème de notre REX, mais potentiellement intéressant à tester sous nos latitudes. Ouais, complètement. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a eu avec les contributeurs, parce que c'est des nouvelles technologies qui commencent à être éprouvées peut-être sur les territoires plutôt hexagonaux européens, puisqu'on avait Bernard Paul était plutôt basé en Suisse, donc il a vu aussi des choses un peu nouvelles arriver. Donc ça sera intéressant. Nous, sur vos territoires, c'est vrai qu'on on l'a pas rencontré, donc on n'a pas pu tester par exemple un facteur lumineux, etc. sur l'usage de ces nouvelles technologies. Mais ce sera intéressant voilà, de valider par la température, le chiffre, la mesure, ce que ça donne concrètement. Parce que voilà, qui dit électrocom, donc on a un assombrissement aussi sans doute qui pourrait aller avec. Donc voilà, des technologies à surveiller. Bon, voilà, c'est un peu le côté technosolutionniste, mais il y a déjà, on peut apporter beaucoup de réponses déjà sur des choses un peu plus passives comme les protections solaires. Et on a essayé de balayer vraiment beaucoup de choses sur les protections solaires dans le cadre d'Ombré depuis 5-6 ans.
Donc il y a déjà beaucoup de solutions qui existent et beaucoup de choses à penser en conception plutôt que d'avoir des solutions de dernier recours, on va dire, un peu plus technosolutions qui peuvent aussi amener un peu de consommation. Même ça, c'est moindre que de la climatisation, mais ça peut aussi amener potentiellement un peu de consommation. Euh, du coup, juste petit ajout aussi, mais ça encore une fois, hein, vous l'aurez dans les références, comme je disais tout à l'heure. Une autre référence qui a été utilisée aussi, sur laquelle vous pouvez vous appuyer en termes de normes et qui détaille pas mal de choses, c'est la NF 17037 sur la lumière naturelle dans les bâtiments. Donc ça traite un peu de tous ces sujets-là, voilà, des dispositions qu'il faut prendre en conception. Donc ne pas hésiter à consulter cette norme. Très certainement, comme dans beaucoup de cas, tout n'est pas le domaine d'emploi, il n'est peut-être pas toujours étendu sur les différents territoires, donc c'est toujours à adapter, à ajuster en fonction des latitudes. Voilà, bah, du coup, je vous laisse continuer sur l'enseignement suivant. Là, c'est un sujet plus sur les fenêtres ou sur plus précisément les ouvrants qui composent les fenêtres. Là, ce qu'on a constaté, alors ça, c'est mon bureau, hein, donc voilà, ce que je constate tous les jours, c'est que quand je ferme la fenêtre, bah, j'ai beaucoup moins de lumière que quand elle est ouverte. Et là, quand on ferme, là, la lumière dans le bureau, on voit là, justement le spectromètre dont on parlait, on le voit sur le bureau, là, à côté de la souris rouge, juste devant, c'est ça le spectromètre. Et on a mesuré 58 lux, donc c'est très très faible comme éclairement naturel. Et donc, du coup, bah, ça pose un souci. Bah, là, du coup, très clairement, ça m'oblige à allumer les lumières artificielles pour pouvoir travailler, quoi, parce que sinon, c'est vraiment trop sombre, alors que, après, on va voir, mais les fenêtres ouvertes, ça marche beaucoup mieux. Donc, du coup, bah, c'est inconfortable par manque de luminosité. Ça a un impact sur la consommation d'énergie parce que j'allume les lumières. Et voilà, donc la partie en clair de vitrage, la partie vitrée, en fait, elle est assez restreinte. Ce qu'on peut voir là, par exemple, sur ces ouvrants, juste les ouvrants, je ne parle pas du châssis, c'est qu'ils représentent 64% de la surface totale de la menuiserie. Ça veut dire que là, sur cette fenêtre, il n'y a plus que 36% de surface vitrée. Ce qui fait que, bon, bah, on n'optimise pas du tout l'ouverture dans le mur, qui est pratiquée dans le mur, donc pour faire les apports de lumière naturelle. Et a priori, la capacité d'occultation n'a pas été prise en compte dans le choix de la fenêtre, ou en tout cas, si ça avait été pris en compte, bah, du coup, ce serait autrement, on n'aurait pas besoin d'allumer la lumière artificielle. Cécilia, suivante. Donc, bah, il n'y a pas vraiment de solution corrective, parce que la fenêtre, elle est là, si ce n'est changer la fenêtre, mais bon, c'est pas vraiment correctif, hein, c'est changer le dispositif existant. Donc, du coup, parce que, quand même, ce qu'on peut noter, hein, quand la fenêtre est ouverte, comme je l'avais dit tout à l'heure, bah là, on est à plus de 250 lux, donc ça commence à être déjà beaucoup plus confortable. Donc voilà, on a multiplié par 4 la luminosité entre le moment où on ouvre ou on ferme la fenêtre. Donc c'est vraiment très important. C'est vraiment des choses auxquelles il faut vraiment tenir compte. Alors, le problème peut-être sur ce type de menuiserie, bah, c'est qu'on veut que ça ouvre complètement, on veut que ça ventile, donc c'est des nacos, et donc le naco dans l'ouvrant avec le marronnage pour assurer la protection, bah, du coup, il ne reste plus de place pour la vitrage, quoi, parce que les profilés aluminium ont tendance à être assez épais. Alors après, il y a d'autres systèmes de vitrage, hein, comme on voit en dessous, où c'est juste du naco, c'est pas ouvrant, donc c'est un peu plus ennuyeux à entretenir, on va dire, pour rester poli. Et du coup, mais c'est possible, hein, c'est du naco, donc ça reste possible. Et là, on avait un bien meilleur ratio au niveau du vitrage que celui qui était ouvrant. Donc voilà, les bonnes pratiques, il faut tenir compte de l'occultation, parce que là, tout à l'heure, on a vu que sur les logiciels de simulation d'éclairement naturel, parfois c'est juste une ouverture. Il ne faut pas oublier dans cette ouverture, c'est peut-être pas 100%. C'est-à-dire quand on met du DACO, déjà, bah, c'est peut-être déjà que 60%. Et si on met du DACO ouvrant, bah, c'est plus que 35%. Donc il faut retenir compte dans le calcul de l'éclairement naturel du local et dans la simulation au départ. Et donc, du coup, bah, si on choisit des fenêtres comme ça qui ont
peu de vitrage, il faut peut-être faire des fenêtres plus grandes pour avoir plus de lumière. Donc adapter la taille d'ouverture. Peut-être aussi éviter les teintes sombres qui aident pas non plus pour la luminosité globale. Donc là, on est en teinte sombre et là, ça occulte vraiment complètement. Donc évidemment, intégrer toutes ces données-là quand on choisit une fenêtre, et puis intégrer, comme je le disais, ce critère dans la simulation d'éclairement naturel des locaux, parce que ça a vraiment beaucoup d'impact. Voilà. Samuel? Ouais, du coup, pour ça, tu as donné un petit peu la réponse dans les bonnes pratiques sur le choix des menuiseries en teinte claire, parce qu'il y avait une question dans la conversation sur le fait, est-ce qu'en solution corrective, on pourrait aussi repeindre les menuiseries dans les couleurs claires? Donc oui, en effet. Alors après, les solutions correctives, dans le REX, quand on parle de solutions correctives, on essaye d'avoir des choses qui soient assez simples à faire quand c'est quelque chose qui commence à être coûteux, parce que là, on imagine il peut y avoir plusieurs menuiseries, etc. On ne dit plus que c'est des solutions correctives, mais là, en l'occurrence, si c'était une solution corrective, ça entraîne forcément de bien connaître le matériau, la peinture qui va être adaptée sur le matériau, etc. Donc oui, oui, potentiellement, on le dit dans les bonnes pratiques, de plutôt choisir dès le départ des teintes claires. Ce sujet-là, il est valable aussi pour le thermique, puisqu'on en avait parlé aussi dans un autre rapport où on a des températures qui sont assez extrêmes sur certaines menuiseries avec des teintes foncées. Donc au-delà de l'apport de calories à l'intérieur, on avait aussi potentiellement des déformations liées à cette haute température. Mais voilà, pour la question de l'éclairage, oui, le côté teinte couleur peut jouer aussi. Et du coup, juste pour faire un petit parallèle, c'est un peu anecdotique, mais cette question de clair de vitrage côté Hexagone, on a pu aussi avoir des enseignements en rénovation quand on vient faire de l'isolation. Alors, je ne sais pas, peut-être que demain, ça sera un sujet aussi sur l'isolation des parois. On a parlé beaucoup de l'isolation des parois horizontales, sous toiture, etc. En Guyane la dernière fois. Mais peut-être qu'on parlera aussi bientôt peut-être d'isoler un petit peu les parois verticales, peut-être, je ne sais pas, pour les pièces climatisées, par exemple. Et du coup, quand on vient faire de l'isolation par l'intérieur, par exemple, on va venir mordre un petit peu sur la menuiserie. Et du coup, on avait tendance à préconiser des dormants élargis pour pouvoir venir mettre l'isolation. Donc, c'est aussi à intégrer qu'on a potentiellement une diminution du clair de vitrage qui peut être induit par rapport à ces dormants élargis. Donc là, c'était pour d'autres raisons, mais voilà, c'est juste pour amender un petit peu sur la réflexion. Du coup, sur le prochain enseignement, je crois qu'on va parler un petit peu plus entretien et puis le maintien de ces apports lumineux dans le temps. Effectivement, là, ce qu'on a constaté beaucoup sur la base, un petit peu localement, mais surtout sur la base, que certains éléments translucides nécessitent ou sont problématiques lorsque ils sont difficiles d'accès pour leur nettoyage. Et là, on le voit donc sur un auvent ou sur des fenêtres qui sont très en hauteur, où l'accès au vitrage fait qu'il est quasiment impossible, ou en tout cas assez onéreux de réaliser l'entretien dessus. Et du coup, vu qu'elle s'encrasse, il va y avoir du coup un impact sur le confort visuel, que ce soit la réduction de la transmission lumineuse ou même la dégradation de la vue. Avoir des vues sur de la moisissure, c'est jamais vraiment très plaisant, sauf si on a des amis mycologues. Donc, les origines, ça peut être juste l'absence de contrat d'entretien, voire même une incapacité, un manque d'anticipation en conception de l'accès des équipements vitrés par l'extérieur. Là, on le voit sur l'exemple en bas, où on a des vitrages fixes avec des protections solaires extérieures, où là, c'est vraiment pas du tout facilité leur leur nettoyage. Pour les solutions correctives, donc ça reste toujours possible de faire intervenir des entreprises spécialisées en accès difficile. Elles ont un tarif, bien sûr, mais pour les bonnes pratiques, donc on va essayer de, autant que faire se peut, prévoir des accès extérieurs fixes, que ce soit des coursives, des balcons. Ça va faciliter l'entretien de ces vitrages. Il faut aussi prévoir un espace suffisant entre le vitrage et la protection solaire, bien sûr. Prévoir un contrat d'entretien spécialisé avec des entreprises spécialisées quand c'est le accès difficile, nécessité d'une nacelle, entre autres. Et lorsque les protections solaires fixes bloquent l'accès, prévoir dans ce cas-là des modes d'ouverture à la française qui nous permettent de pouvoir le faire à l'intérieur, avec ou sans éléments de levage. Voilà, donc le maître mot, ça reste que effectivement la souscription à un contrat de maintenance vraiment adapté au vitrage de l'opération reste le plus intéressant. Samuel, tu voulais ajouter Merci quelque chose? Cécilia. Non, du coup, je crois que c'était le dernier enseignement sur la partie gestion de l'éclairage naturel, on va dire.
donc tout ce qui vient à l'extérieur. Et là, on va basculer plus sur des enseignements liés à l'éclairage artificiel et du coup, alors notamment lieu de travail, mais pas que. Mais je dis juste ça parce que sur la partie tout ce qui aura attrait au lieu de travail, il y a une norme aussi, hein, la 12464, qui existe et qui donne pas mal de conseils et de façons de faire sur l'éclairage des lieux de travail, notamment avec des niveaux d'éclairement dont on a pu parler aussi tout à l'heure, qui doivent être respectés en fonction des tâches à accomplir. Mais du coup, je vous laisse basculer sur les prochains enseignements. Oui, je me permets du coup pour clôturer celui-ci de relever le commentaire de Laurent, hein. Merci Laurent pour ce commentaire, où le polycarbonate alvéolaire d'Empalon, pour ne pas citer de marque, pour le coup n'est pas du tout adapté aux climats tropicaux, comme vous pouvez tous le lire, parce que au sein des alvéoles, les moisissures se développent, et auquel cas elles ne sont pas possibles à nettoyer. Alors là, c'est l'inverse de l'observation précédente. C'est la même photo, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai montré la photo en termes d'éclairement naturel, ce n'était pas suffisant. Et puis par contre, malheureusement, dans ce même bureau, l'éclairage artificiel, lui, est trop élevé, du coup. Parce que là, quand on met pas, quand on compte que l'éclairage naturel, on est à 43 lux, donc c'est très très insuffisant. Et quand on met l'éclairage artificiel, on est à 1000 lux, et là, c'est beaucoup trop. Donc du coup, c'est pour ça aussi que peut-être l'utilisateur, l'usager préfère éteindre par rapport à son usage, qui est celui de travailler sur ordinateur, et d'être à 43 lux plutôt qu'à 1000 lux pour travailler sur ordinateur. Donc voilà, il y a aussi un vrai sujet sur les niveaux d'éclairement artificiel. Il faut qu'ils soient aussi bien adaptés aux usages. Alors, ça amène beaucoup d'inconfort, hein. Ça peut être l'inconfort d'éblouissement, de fatigue, de perturbation du cycle circadien. Alors, le cycle circadien, c'est le cycle jour-nuit. Et quand on a trop de lumière artificielle dans la journée, on peut avoir du mal à s'endormir la nuit, en particulier quand on a des lumières bleues. On sait que c'est le cas quand c'est du néon. Bon, alors, le néon, ça n'existe plus trop, mais avec les LED, on peut aussi avoir des LED avec des températures très froides, et c'est pas forcément bon. Euh, donc, euh, donc là, c'est un monsieur qui n'a vraiment pas de chance, hein. Il a pas assez de lumière naturelle et il a trop de lumière artificielle. Sur le bureau d'en dessous, là, l'installation lumineuse, pareil, elle est importante, trop importante, elle est à 750 lux. Alors, comment on l'a mesuré? Parce qu'on s'est dit, bah oui, donc c'est peut-être l'éclairage naturel plus l'éclairage artificiel. Mais en fait, on a d'abord mesuré les deux en même temps, puis on a éteint, et puis on a vu la différence. Donc là, la différence, c'est 750 lux. Donc c'est beaucoup trop. Mais malgré tout, bah, la personne, lui, aime bien la lumière. Donc bon, là, du coup, lui, il laisse allumer ses lumières artificielles. Alors, l'origine, on estime que lors de la conception, l'éclairage artificiel n'a pas été dimensionné avec les normes pour les usagers locaux. Donc voilà, ils n'ont pas dimensionné en se disant qu'il faut qu'on ait 500 lux. Ils ont mis des éclairements un peu en positionnant les dalles et puis en les équipant. Et puis voilà, et sans vraiment faire d'études pour voir ce que ça allait donner sur les plans de travail. Alors, la solution corrective, bah, ce serait par exemple de redimensionner l'éclairage artificiel pour qu'il soit pas surabondant, quoi, qu'on ait juste ce qu'il faut. On peut aussi sectorer l'éclairage artificiel, c'est au lieu d'être obligé d'allumer les deux luminaires systématiquement, ou alors toutes les lumières dans les deux luminaires systématiquement, peut-être avoir la possibilité de faire la moitié, soit des LED, soit des luminaires. Ou alors mettre un système avec gradation qui permet de gérer l'intensité lumineuse au niveau des luminaires. Donc voilà, ça c'est des solutions techniques qui existent, qui pourraient déjà permettre de pallier à tout ça. Alors le sujet après sur les solutions techniques, en particulier la gradation, parfois ça ne vieillit pas très bien. Donc voilà, ça c'est toujours un peu un souci. On y reviendra tout à l'heure sur les questions de vieillissement des commandes un peu plus sophistiquées que les interrupteurs. Bonne pratique, bah, déjà, bah, c'est dès le départ, de faire une étude d'éclairement artificiel, ça existe, hein, aussi bien que les études d'éclairement naturel. Alors souvent, c'est les fournisseurs de luminaires qui proposent de la faire. Donc bon, il faut aussi parfois un peu se méfier, hein, parce qu'ils ont peut-être parfois tendance à vouloir en mettre un peu trop. Donc bon, faut savoir aussi les lire, hein, leurs propositions. Il ne faut pas aller plus loin de 500 lux, c'est pas la peine, c'est bien suffisant. Mettre en place un allumage progressif en sectorisant les luminaires, ça c'est ce qu'on a déjà dit, d'avoir la moitié du luminaire qui s'allume ou la moitié des LED qui s'allument.
je parle de LED parce que maintenant, ce type d'éclairement, il n'y a plus que du LED. Donc c'est pour ça que je ne fais plus référence à d'autres technologies. Et la gradation, donc aussi, pareil, on peut aussi mettre dès le départ pour que les usagers puissent adapter en fonction de leur sensibilité, de la lumière naturelle, de l'heure de la journée, etc. De savoir, c'est sûr que quand il pleut ou quand il fait soleil, on n'a pas besoin de même niveau de lumière. Donc voilà, c'est aussi une possibilité qui est intéressante. Samuel? Ouais, en complément sur cet enseignement, j'en profite aussi, parce que je ne sais plus si on l'a mis celui-ci en référence ou pas, mais alors c'était un rapport thématique qui était hexagonal pour le coup. On a deux rapports sur le sujet de la lumière en hexagone dans le REX. Un premier sur l'ambiance lumineuse de manière générale, donc on était un peu plus sur le côté lumière naturelle, et le second qui était un petit peu plus spécifique, éclairage en rénovation. Et du coup, vous trouverez aussi d'autres exemples, mais qu'on n'a pas forcément vu là dans les visites là, sur le terrain côté Guyane ou même dans la base de données Outre-mer. Mais vous retrouverez d'autres exemples justement sur la sectorisation, sur la temporisation, etc., qui pourraient amener d'autres exemples et puis d'autres idées en termes de conception, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est réalisable. Et la deuxième chose aussi, puisque tu en as parlé un petit peu au début de cet enseignement-là sur l'intensité lumineuse, les mesures, etc. Il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé ici parce qu'on ne l'a pas rencontré sur le terrain, c'était le sujet du relamping et notamment voilà, le passage tu as parlé un peu de néon en LED, etc. Donc deux informations qu'on avait relevées côté Hexagone, que là on n'a pas relevé, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est juste que là on ne l'a pas vu et on a estimé que ce n'était pas le plus important. Mais la question de la lumière bleue, donc nous en Hexagone finalement on avait quand même vu que il y avait un gros travail qui avait été fait côté industriel, hein, le spectre il s'est vraiment décalé, c'est-à-dire que même pour une température de lumière équivalente, très froide, eh ben, le spectre de la lumière bleue il s'est largement décalé, c'est-à-dire on a plus ce pic en bleu qui était problématique, ou en tout cas on l'a de moins en moins, et puis il y a des normes pour ça. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième sujet, quand je parlais du relamping, ce que nous on avait pu voir au début en hexagone, c'était le simple changement d'un tube fluo en LED sans changer le balastre. Et du coup, on n'avait pas les économies d'énergie qui devraient aller avec. On avait le même niveau de consommation, alors qu'il faut changer vraiment l'ensemble. C'est pas juste le tube qu'il faut changer. Quand on passe sur une LED, il faut changer aussi le balastre parce que lui, il consomme. Et ça, vous pouvez retrouver cet enseignement aussi si vous allez sur la mallette pédagogique du REX ou sur le site de l'AQC et que vous retrouvez ce rapport thématique et un enseignement qui traite de ce sujet-là. Donc voilà, petit aparté sur ce sujet-là, parce que c'est des informations que vous pouvez, parce que nous on ne l'a pas vu là, mais vous pouvez peut-être le rencontrer sur d'autres opérations. Et du coup, on continue sur la partie éclairage artificiel sur le 11e enseignement. Oui, et effectivement, on l'a relevé et on entend en parler très très régulièrement sur le territoire, et je pense que les autres DOM sont un petit peu dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire que tout ce qui est à détection, que ce soit de présence de luminosité ou même à temporisation, n'est pas forcément toujours adapté à l'usage des usagers, que ce soit sur les postes informatiques ou en salle de classe. Donc ça va induire du coup, quand c'est de la détection, parce que j'ai vu une école où tous les éclairages de salle de classe étaient à détection de présence. Donc ça veut dire que si l'enseignant souhaite projeter, utiliser un vidéoprojecteur, il n'a pas la main sur l'extinction des luminaires, donc ça va être problématique. Et ça, c'est quand tout va bien. Et quand ça commence à se dégrader, et donc c'est en ça où ça va être un peu plus rapide que d'habitude, enfin que préconisé en tout cas par les constructeurs, c'est possible que les dalles ne s'allument jamais ou même ou restent constamment allumées. Et du coup, là, on va avoir une forte surconsommation de par ces luminaires. Donc les origines de ça va être, comme je disais, des produits pas forcément adaptés à nos climats, soit par la technologie, soit par leur sensibilité ou la temporisation. Ici, on va l'avouer, on n'a pas un réseau électrique extrêmement fiable et très régulier. Donc si on est sur horloge, c'est possible que l'horloge assez rapidement se dérègle. Et du coup, c'est assez régulier que les opérateurs de maintenance au sein des mairies ou des écoles ne soient pas forcément formés pour régler ces horloges-là. Et voilà, au niveau de la durabilité, donc voilà, les détecteurs dysfonctionnent assez rapidement. L'exemple de l'école que je vous mentionnais, c'était une école livrée 2 ans auparavant, et la moitié des luminaires des classes étaient déjà dysfonctionnants. Ça peut être dû du coup à la forte hygrométrie ou à la fluctuation du réseau électrique.
Donc, en solution corrective, nous, ce qu'on avait discuté avec nos contributeurs, ça va être essayer, autant que faire se peut, de placer des commandes manuelles ou liées à l'ouverture ou fermeture des bâtiments. D'ailleurs, on préconise plus facilement une automatisation à la fermeture plutôt qu'à l'ouverture. Parce qu'à l'ouverture, ça va l'allumer obligatoirement, que ce soit occupé ou inoccupé. Alors que programmer l'extinction, souvent est plus efficace au niveau des économies d'énergie. Pour les bonnes pratiques, donc encore une fois, essayez au maximum de faire de la commande manuelle. Hein, mine de rien, c'est là où il y a le moins de soucis, c'est le plus résilient, le plus low-tech aussi, et préférer une détection d'absence, comme je disais, commandant l'extinction, plutôt que de présence. Et pour ça, pour les temporisations, on peut le faire vraiment pour les usages courts, que ce soit les circulations, les sanitaires, etc. Ok, merci Cécilia. Et du coup, moi, ça m'amène peut-être une petite réflexion aussi. Donc, pareil, hein, idem en côté hexagone, sur ce sujet-là, on a d'autres cas de figure, d'autres exemples sur le réglage aussi de ces détections, sur la temporisation, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et du coup, je me demandais si tu as parlé potentiellement la difficulté par rapport au réseau électrique, à son instabilité, etc. Est-ce que je me souviens pas s'il a été fait une étude sur l'impact sur le scintillement, par exemple, de ces luminaires? Je ne crois pas qu'on avait relevé de choses de cet ordre-là, hein. Parce Non, que je sais qu'en non, non. hexagone, là, on a eu du scintillement. Donc, le scintillement, hein, c'est vraiment le petit clignotement qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Le spectromètre, il permet de le détecter, parce que même s'il n'est pas vu à l'œil nu, il a quand même un effet sur la santé. Il peut avoir un effet sur la santé pour des gens qui sont plus ou moins sensibles, hein, les choses, des crises d'épilepsie, etc., ou même de la fatigue oculaire. Et du coup, nous, on avait pu relever en début de campagne des scintillements qui étaient liés à des problématiques de réseau, d'incompatibilité. Mais là, du coup, ça n'a pas été le cas. Donc, c'était juste voilà, de me rappeler un petit peu ce qui avait été fait sur ce sujet-là. Du coup, bah, on peut passer sur le dernier enseignement qui, encore une fois, est plus sur le côté maintenance et entretien, je crois, sur ces systèmes d'éclairage Oui, artificiel. effectivement, hein, ça recoupe pas mal, c'est très complémentaire avec le précédent, où effectivement, là, on va vraiment s'atteler ou faire un focus sur tout ce qui est horloge, où effectivement, s'il y a des réglages, pardon, à cause des fluctuations du réseau électrique, ça va nous induire, comme vous le voyez sur la photo, un néon allumé alors qu'il fait grand ciel bleu dehors, et on ne voit pas le soleil, mais on imagine qu'il est quand même bien haut dans le ciel. Donc surconsommation et inconfort visuel, hein, parce qu'on ne peut pas du coup régler l'intensité de l'éclairage en fonction du besoin. Donc les origines, ça va être des défauts de conception, hein. Les produits NF ou au marquage CE sont rarement adaptés au climat chaud et humide, hein. Ils sont vraiment conçus pour des climats européens. Et du coup, ils se détériorent plus rapidement qu'en climat tempéré. Ça, plus les fluctuations du réseau électrique, ça peut endommager les capteurs et dérégler les horloges. Et comme je vous disais, au niveau de l'entretien, ça peut ne pas être forcément accessible à ceux qui ont pour mission le maintien du bâtiment. Donc pour les solutions correctives, et bien sûr remplacer les systèmes de détection défectueux et, si possible, les remplacer par des détections par commande manuelle qui restent beaucoup plus résilients sous nos climats. Pour les bonnes pratiques, donc toujours choisir des équipements adaptés à l'usage, hein, temporisation, amplitude de détection, qui correspondent au climat dans lequel ils sont implantés, donc tropical, humide et peu sensible aux fluctuations du réseau électrique. Pour ça, on va essayer de placer les commandes avec horloge sur onduleur pour se prémunir du coup des problèmes de déréglage par rapport aux coupures, d'assurer une maintenance régulière bien sûr des systèmes de détection et, si possible, de les coupler de coupler la détection automatique avec une commande manuelle qui permette quand même aux usagers qui le souhaitent d'avoir la main dessus. Ok, merci Cécilia pour cet enseignement. Donc ouais, pas de remarques particulières. Voilà, juste rappeler, mais tu vas peut-être le faire en conclusion. Je voudrais pas spoiler la conclusion, mais dire que voilà, c'est un premier abord sur ce sujet-là. On n'est pas, l'objectif, c'est pas du tout d'être exhaustif, c'est d'aller de manière naïve un petit peu sur le terrain, voir qu'est-ce qu'on peut constater sur ce sujet, d'échanger avec les contributeurs experts. Donc ce qui a été fait, voilà, des principaux enseignements qui ont été retenus, qu'on a choisi de retenir parce que soit ils avaient une récurrence, ou soit des impacts en termes d'économie d'énergie qui n'étaient pas du tout au rendez-vous. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille. Donc n'hésitez pas
à vous emparer de ces sujets-là si vous estimez aussi que sur vos territoires, c'est des sujets qui doivent être approfondis. S'il y a des non-qualités récurrentes auxquelles vous êtes confrontés aussi, bah, n'hésitez pas à nous les rapporter pour qu'on puisse travailler sur le sujet. Hein. L'objectif, c'est toujours de pas rester dans des impasses, mais trouver des solutions et de diffuser surtout ces bonnes pratiques avant que ça se généralise en termes de non-qualité. Donc voilà, juste je profitais pour de dire ça sur ce passage-là. Et bah, je vous laisse faire la petite conclusion avant d'essayer en vain de réouvrir le micro de Léna. Merci. Donc effectivement, ce qu'on conclut de ce REX et de cette étude, c'est que pour obtenir du coup un bon éclairement des locaux dans notre climat, ça va nécessiter une très bonne compréhension des phénomènes en jeu et une bonne définition des objectifs à atteindre. Pour ça, il y a plusieurs outils qui existent. On peut faire des simulations, comme on l'a vu, ça a été cité, que ce soit de l'éclairement naturel ou de l'éclairement artificiel. Les deux sont possibles. Ça va nous permettre du coup de mettre en œuvre une conception beaucoup plus efficiente, tout en validant la conformité aux réglementations, bien sûr. Des dispositions donc, qui nous permettent d'éviter les inconforts provoqués par des expositions, elles sont citées ici, vous les retrouvez. On va bien sûr privilégier les façades peu exposées au soleil pour l'implantation des fenêtres. Si on se met nord-sud, alors je parle pour la Guyane, vu qu'on a des courses assez... on a un petit décalage dans l'année, mais ça reste assez faible. Du coup, on atténuera énormément les problèmes de soleil rasant et d'éblouissement. Mettre en place, bien sûr, des protections solaires sur tout ce qui est façade exposée au soleil rasant, primordial, surtout si ça coïncide avec l'usage de la pièce en question. Réaliser des patios intérieurs ou n'importe quel dispositif du coup d'ouverture, c'est-à-dire d'ouverture de toiture. Attention avec ça, on a dit, tout ce qui est vitrage au niveau de la toiture est prohibé ici si c'est une façade horizontale, mais effectivement tout ce qui est shade et lanterneau peut être particulièrement efficace en limitant les éblouissements et les surchauffes. Éviter les éblouissements extérieurs, ça a été mentionné avec potentiellement de la végétalisation, on n'en parlera jamais assez, toujours planter des arbres, ça aide beaucoup de choses, y compris les usagers des bâtiments, et éviter, voire proscrire, les vitrages en toiture. Mais voilà, en gros, pour conclure cette conclusion, la combinaison d'une conception attentive aux problématiques, aux simulations précises, avec des simulations précises, permet de parvenir à des solutions optimisées en termes de confort et de performance énergétique. Est-ce que du coup, vous avez des questions, des apports, des remarques? On va pouvoir ouvrir les micros. Bah voilà, il y a une main levée. Alors, Négia, oui, effectivement, c'est interdit pour les logements neufs. Là, c'est une étude du coup qui a été ouverte à toutes les typologies. Donc la première main levée que je voyais, c'était Laurent. Du coup, tu peux activer ton micro normalement. Je t'ai donné la possibilité de le faire. Moi, ça a l'air de marcher. Ça vole. Oui, là, ça fonctionne. Je ne sais pas qui parle. Dominique Ouvrard, oui. donc, du syndicat de l'éclairage. Je voulais juste poser des questions sur la qualité des matériels mis en œuvre. En effet, il faut qu'ils soient adaptés aux zones intertropicales. Mais moi, donc je représente des fabricants de matériel d'éclairage, à la fois des luminaires et des systèmes de gestion, des capteurs, etc. On a quand même beaucoup de matériel bas de gamme, que ce soit des luminaires ou des systèmes de gestion. Et en particulier, je l'ai noté au titre des certificats d'économie d'énergie, il y a beaucoup d'imports. Il y en a eu beaucoup vers la Réunion de luminaires chinois, plusieurs centaines de milliers, gratuits d'ailleurs, du coup, tellement ils étaient bas de gamme. Par rapport à la prime, ça permettait de les offrir gratuitement. Et donc, je voulais juste attirer votre attention sur ce phénomène de luminaires vraiment de qualité médiocre. Et c'est peut-être dans certains cas ce qui explique les dysfonctionnements également. Parce que quand même, la meilleure solution, si en effet les systèmes de gestion sont bien réglés, s'ils fonctionnent, etc., c'est qu'il y ait un système qui permette d'éteindre quand il n'y a personne et qui permette de prendre en compte la lumière du jour quand il y en a suffisamment en fonction de les niveaux d'éclairement assignés sur la zone de travail. Et avec, comme je le dis dans le chat, obligatoirement, évidemment, la possibilité de déroger.
Mais s'il n'y a pas la possibilité de déroger, ce n'est pas la faute des systèmes de gestion, c'est la faute de l'installation qui est pas conçue, en effet, selon les besoins des utilisateurs. Il faut toujours qu'il y ait la possibilité de déroger aux automatismes. Voilà. Ok, merci pour ce retour. Donc oui, hein, toujours vigilant sur le choix du matériel. Alors, je vais reprendre ce que Laurent aussi a pu nous mettre dans la conversation pour alimenter un petit peu le sujet. Mais toujours, si tu peux réessayer quand même, Laurent, parce que c'est normalement ton micro est accessible. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Rayonnement solaire, visible plus infrarouge. On n'est pas que sur le visible. Oui, travailler sur l'équilibre subtil, lumière, chaleur. Donc ça, on en a parlé plusieurs fois et c'est revenu quasiment systématiquement sur le sujet. Hein. Chaque fois qu'on se protège de la lumière, typiquement, on diminue un petit peu l'apport de lumière, mais la chaleur aussi, etc. Donc, il y a ce volet-là qui voit bien et c'est vraiment un équilibre à trouver à chaque fois. Et du coup, ça permet de parler du projet Héliodrome. Donc, ça fait partie des projets lauréats d'Ombré dont je vous parlais précédemment. Il y avait eu 10 projets lauréats sur la première session, il y en a eu 11 sur la deuxième session. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Ombré. Vous retrouverez tous les projets. Et donc, celui-ci, Héliodrome, qui parle notamment du renforcement des protections solaires dans les bâtiments tertiaires. Mais vous avez tout un tas de sujets qui sont abordés par des acteurs locaux donc dans vos territoires. Donc intéressant de balayer un petit peu tous les sujets. Il y a beaucoup de projets d'appels d'offres qui ont été lancés suite à des REX. Hein, donc ça peut être demain, ça peut être un sujet sur la lumière par rapport à ce qu'on a identifié là, ou peut-être les solutions correctives ou les bonnes pratiques ne sont pas encore suffisantes ou optimales aujourd'hui, ou il y a peut-être besoin d'aller creuser encore plus le sujet. Voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se fait dans Ombré et sur comment on peut aller travailler sur ces sujets-là. Et puis, dernier sujet peut-être pas le dernier, mais un autre sujet que Laurent met sur le tapis aussi, c'est le côté impact énergétique. On parlait d'économie d'énergie. Oui, il y a le coût du matériel, le coût de la consommation, mais il y a aussi la partie carbone, hein, forcément, qui rentre en ligne de compte aussi, d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués, etc. Je ne sais pas si Laurent est muet. Bah oui, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a encore des petits soucis avec les micros. Mais en tout cas, voilà, l'impact carbone, je ne sais pas si c'est exactement ça dont tu voulais parler, Laurent, mais voilà, il n'y a pas que le coût financier qui rentre en ligne de compte. On avait une question aussi, ou une demande plutôt. Je ne sais pas si dans le REX, là, Cécilia, Fabien, vous l'avez vu, ou si Léna aussi a peut-être des réponses à apporter sur les alternatives. On a parlé des polycarbonates alvéolés qui n'étaient pas adaptés par rapport au développement fongique ou développement de bactéries, etc., ou de matériaux, de végétaux. Je sais qu'on a vu des projets où il y a eu beaucoup de parois translucides de mise en œuvre en Martinique notamment. Alors, je ne sais pas quelle était exactement la marque des matériaux, les types de matériaux, mais ce n'était pas des matériaux alvéolaires de mémoire. Donc, il existe des choses, c'était plutôt des matériaux colorés d'ailleurs. Donc ça, c'est un projet d'ailleurs qui a fait l'objet d'une vidéo présentation du projet que vous trouvez aussi sur la chaîne YouTube de Ombré. Donc, je vous invite à regarder. Je ne sais pas si Cécilia, Fabien, vous avez vu des alternatives à ces polycarbonates alvéolés, des choses en plein, quoi. Non. Non, après, là, à un moment, on me montre une photo, alors c'est pas du Lampalon, c'est un autre, mais pareil, c'est translucide. À un moment, sur les bureaux, par rapport justement aux cloisons translucides, c'est une autre marque, et comme il y a un isolant qui est à l'intérieur, c'est pas tout à fait la même conception. Donc, je sais pas, j'ai pas noté en tout cas de développement de champignons dans ces cloisons-là. Donc, qui sont des cloisons, enfin des murs translucides, ceux qui ont été pris en photo. C'est un bâtiment qui commence à être il y a quelques années. Donc, bon, il y a eu des développements de champignons sur d'autres surfaces, mais pas à l'intérieur de ces cloisons-là. J'ai plus le nom de la marque en tête. Mais en fait, c'est fermé. C'est pas des alvéoles ouvertes, c'est des alvéoles fermées à leur extrémité. Donc, peut-être que c'est ça qui fait la différence. Sinon, après, en alternative, il y a le pavé de verre, mais bon, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Vous savez, de la lumière indirecte, translucide, le pavé de verre, ça fonctionne, mais il faut bien le protéger du soleil, parce que ça ramène quand même aussi pas mal de chaleur quand c'est en exposition directe. Par contre, ça marche très très bien en termes d'éclairement supplémentaire, ça fonctionne très très bien. Ok, merci. Alors, je crois qu'il y a peut-être une tentative de téléphone avec Cécilia et Léna pour avoir Léna un petit peu.
On va tenter ça. Est-ce que Léna, je t'invite à prendre la parole et vous me dites si vous l'entendez? Bonjour à tous. C'est bon? Nickel. Bon, ben enchantée, Léna Caracas, Société ATA, chargée d'affaires. Ouais, je voulais revenir sur quelques points. Du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat et je voulais aussi revenir sur le point tout à fait alors, du monsieur, j'ai plus son prénom. Je suis désolée, le fournisseur d'éclairage. Il a tout à fait raison. Effectivement, en fait, il y a beaucoup de projets où on a ces problématiques où soit les entreprises, soit la maîtrise d'ouvrage, en fait, elles choisissent un petit peu eux-mêmes ce qu'elles veulent et elles ne respectent pas forcément les préconisations que ce qu'un bureau d'études pourrait inscrire sur leur CCTP, etc. Et effectivement, c'est des luminaires qui sont effectivement LED, mais qui sont parfois beaucoup plus énergivores et en plus de très mauvaise qualité. Donc, Samuel, je sais que tu avais parlé de sentiment tout à l'heure. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle la notion de flicker free sur les luminaires LED. Donc, au-delà du réseau EDF, on a aussi dans les luminaires des luminaires. On peut le voir assez facilement, en fait, si on peut filmer. Si vous filmez, en fait, avec votre vidéo, avec votre téléphone, un luminaire, si vous voyez qu'il y a du sentiment sur votre téléphone, c'est qu'il y a du flicker. Donc, ça, on essaie de l'éviter. Effectivement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus photosensibles que d'autres. Donc, toutes les personnes aussi atteintes d'autisme, il me semble, ça peut effectivement avoir un effet néfaste en fait sur la perception visuelle. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la qualité des matériaux. Donc ça, il faut faire très attention. Préférer acheter un matériel de qualité un petit peu plus onéreux à l'achat, mais qui finalement sera beaucoup plus périn sur le reste de l'année. Donc une question, que penser de la référence d'éclairement de 300 lux? Ça, c'est alors la lumière, c'est un petit peu comme l'acoustique et même la thermique, c'est un petit peu, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on a une courbe qui définit un petit peu ce que les personnes ressentent, et effectivement, tout le monde ne ressent pas la même chose. Donc 300 lux, ça peut être trop pour une personne et pas assez pour d'autres. Donc ça, c'est une norme qui a été effectuée suivant généralement une courbe de Gauss. Donc ça, c'est les règles où on peut pas trop déroger aux règles qui sont prédéfinies. Par contre, on peut mettre des systèmes de gradation où là, on peut effectivement jouer sur la sensibilité de la personne. Voilà. Merci Léna. Et du coup, j'en profite de rebondir sur le flicker dont tu as parlé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec le spectromètre. Et c'est un indice aussi qui, si je dis pas de bêtises, doit être indiqué aussi sur la notice du matériel. Même sur l'emballage du matériel, il y a un indice de flicker. Et ça, vous pouvez retrouver un enseignement dans le rapport dont je parlais tout à l'heure, éclairage artificiel en rénovation, puisqu'on a fait un enseignement sur ce sujet-là. Et du coup, on explique un petit peu cet indice flicker. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais de mémoire, il y a deux façons de. Je crois que c'est un pourcentage ou si c'est un indice, je ne sais plus, 0, quelque chose, je crois que c'est autour de 1. Il y a cette notion-là qui est abordée. Et du coup, on avait donné les références à l'époque, où est-ce qu'on doit se situer. Donc, si tu veux compléter sur ce sujet-là, mais il me semble qu'on a des informations sur ce sujet-là. Oui, du coup. Je ferme le micro, désolée. Oui, alors en fait, la notion de flicker free, elle n'est pas forcément indiquée sur tous les luminaires. Même ceux qui le sont n'ont pas forcément cette notion-là d'indiquer. C'est d'autres paramètres qu'il faut vérifier. Et ça, effectivement, il faut s'y connaître un petit peu pour pouvoir déterminer lesquels le sont ou pas. Ok, et je confirme du coup l'enseignement dont on avait rappelle cité. un bureau d'études, si possible, ou une entreprise, un fournisseur un petit peu aguerri sur le sujet. Donc, je disais, je confirme en fait qu'avec un téléphone, on le voit très bien. Nous, on avait pu montrer, on a une image qui montre la non-qualité avec une image issue d'un téléphone. On voit vraiment le luminaire saccadé. Donc, on était, en effet, ça fonctionne très bien de le voir comme ça. Je crois qu'il y a Dominique Courard qui voulait reprendre la parole. Du coup, je pense pas que j'ai refermé le micro. Non, moi je l'ai rouvert. Voilà, merci Samuel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Léna. Et sur le flicker, le meilleur moyen, c'est en effet le téléphone, c'est ce que tu disais Samuel aussi, c'est de regarder avec son téléphone le luminaire et on voit bien les palpitations de la lumière qui peuvent être très, très désagréables pour le confort visuel. Et ce n'est pas encore non réglementaire, ça va l'être sans doute dans le futur règlement éco-conception relatif aux sources de lumière. Mais pour le moment, ça ne l'est pas. Donc, ce n'est pas indiqué. Et l'indication flicker free, moi, j'invite à
s'en méfier et à se contenter déjà d'avoir un test, un luminaire avec un téléphone. Quant au niveau d'éclairement, c'est un peu un faux problème. Il y a une autre norme que la 12464 qui s'appelle la X3503, c'est la norme d'ergonomie visuelle. Justement, c'est une norme française qui prend en compte les besoins justement d'éclairage des personnes âgées, par exemple, ou des personnes amblyopes, qui parfois peuvent avoir des besoins plus importants. Donc, en fait, la solution, c'est peut-être même pas d'ailleurs de régler, enfin, je ne milite pas pour du suréclairement, ni du suréquipement, mais même si vous avez 700 lux disponibles, on va dire, avec vos luminaires, si vous avez de la gradation, ben, vous pouvez aller jusqu'à 700 lux, mais vous pouvez aussi aller à 400 lux si ça vous suffit. Donc, finalement, ça consomme que 400 lux et ça ne consomme pas à plein, quoi, à 100%. De même que quand vous faites une installation neuve, si vous avez donc la gestion de la lumière du jour, on prend en compte normalement la dépréciation quand on fait une installation pour qu'il y ait une certaine tenue de l'éclairement dans le temps. Donc au début, c'est plus qu'il n'en faut. Et bien la gradation permet de régler à juste ce qu'il faut, justement. Donc vous faites des économies dès le début avec la gradation automatique du niveau d'éclairement. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, Et autrement, merci beaucoup. on a le petit doc que tu as signalé, en effet, avec l'ADEME qui commence à dater sur la rénovation de l'éclairage, mais je sais qu'il n'est pas toujours adapté aux zones intertropicales. Oui, oui, comme beaucoup de sujets, et c'est pour ça que Ombré est là aussi pour travailler sur ces sujets et appliquer ce qu'on a pu faire en hexagone, le faire aussi et l'adapter en territoire ultramarin. Et l'inverse, c'est vrai Exactement. aussi, parce qu'aujourd'hui, on va de plus en plus travailler aussi sur des sujets hexagonaux grâce au retour d'expérience qu'on a pu faire dans Ombré, notamment on a parlé très récemment là, des brasseurs d'air, même s'il y a des choses qui se font, bah, ça doit s'amplifier, il faut que ça s'amplifie en hexagone. Et du coup, c'est vrai qu'on bénéficie de tout le retour d'expérience qu'on a pu faire sur vos territoires. Donc, c'est très agréable. Donc, oui, je l'ai dit tout au long de la présentation, dans les références, notamment Dominique a reparlé de la norme, la FX 3503. Donc, elle est mise dans les références aussi. Donc, vous retrouverez toutes ces références pour aller plus loin sur le sujet. Je pense que, sauf si je me trompe, on a fait le tour un petit peu des questions. Donc, si vous avez plus de questions, je te propose, Cécilia, peut-être de reprendre la main. Tu avais un petit message aussi à faire passer dans le cadre d'Ombré sur la fin du programme Ombré 2. Bon, il y aura sans doute, on l'espère, un Ombré 3. Mais voilà, des séminaires, je crois qu'ils sont, voilà, c'est pas je crois, c'est des séminaires qui sont organisés en fin d'année, si tu veux en parler un petit peu. Oui, effectivement. Donc déjà, merci beaucoup à tous pour votre participation et ces échanges, toujours intéressants. Et donc, Ombré, dans sa globalité, il y a cette partie REX qu'on vient de vous présenter, mais il y a aussi du coup un incubateur de projets. Et normalement, ils sont quasiment tous, ils ont tous touché à leur fin. Et donc, on arrive dans la phase communication où on vous propose, et je vous ai mis ça du coup en écran, j'espère que vous voyez tous, le marathon des séminaires de clôture du coup de l'incubateur de projet, où vous voyez donc les dates par territoire. Ce sera en présentiel, ce sera en retransmission également, et donc à des horaires qui vous seront indiqués si vous vous inscrivez. Et vous voyez donc quel projet sera présenté à quelle date et sur quel territoire. Donc je vous invite à faire un petit imprimé écran de cette slide si ça vous intéresse. Et nous de notre côté, donc à quoi on était sur 3 projets, sur du coup les écoles durables, l'école logique et Isorom. Donc, on voit que l'école durable et écologique se sera présentée le 15 septembre et on aura la chance de faire ça à la MCMG, à la Maison des Cultures et Mémoires de Guyane, à côté de la mairie de Rémire-Montjoly. Et Isorom sera présenté par, du coup, notre collaboratrice Nélia, ici présente, le 16 septembre, du coup, en Guadeloupe. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous à Aqua ou vers l'AQC directement. Voilà. Et si vous n'avez plus de questions, nous allons pouvoir conclure à 1 minute de la fin programmée. Magnifique. Merci beaucoup de votre attention. Ouais. Merci à tous. Désolé pour les petits soucis techniques. On a essayé de pallier. Il faut avoir le numéro de téléphone de Cécilia, du coup, pour pouvoir parler quand on est muet dans les conversations. Et sinon, bah voilà, vous pouvez retrouver le replay d'aujourd'hui aussi. On va essayer de faire un petit montage et couper peut-être justement les moments où ça a été un petit peu plus compliqué techniquement. Mais voilà, surtout, donc ce sera dispo en replay voilà, d'ici une semaine ou deux.
Mais voilà, on vous a mis tous les liens pour retrouver les infos, toutes les dates là, que Cécile a données aussi. Hein, c'est sur le site Ombré, sur la chaîne YouTube Ombré, les réseaux sociaux d'Ombré. Voilà, vous trouvez tous les éléments. Et donc voilà, ça va être un chouette moment parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de connaissances à diffuser. Donc voilà, merci à tous, merci Cécilia, merci Fabien pour le travail réalisé, merci Léna, merci à Bernard aussi qui est absent aujourd'hui. Et puis on se dit à plus tard. Merci à tous. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.